Mon nom est Sylvie Dubois. J'ai 62 ans. Et je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je devrais raconter cette histoire. Mais me voici, assise dans la quiétude de ma petite maison en Dordogne, une tasse de thé fumant entre mes mains tremblantes. Le soleil d'hiver peine à percer les nuages bas, jetant une lumière pâle sur la campagne gelée. C'est un silence que j'ai appris à chérir, un silence si différent de celui qui a un jour failli me briser. Ce matin, le téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais que trop bien. Au bout du fil, la voix de mon fils, Damien. Une voix plus grave, plus posée que dans mes souvenirs. Il ne pleurait pas, ne suppliait pas. Il m'a simplement annoncé que Camille, sa compagne, était enceinte. Et qu'ils aimeraient que je fasse partie de la vie de leur enfant. Une grand-mère. Moi. J'ai écouté, le cœur battant à tout rompre. J'ai répondu par des phrases courtes, polies. Oui, bien sûr. C'est une merveilleuse nouvelle. Quand il a raccroché, je suis restée là, le combiné à l'oreille, écoutant la tonalité vide. Pour comprendre cet appel, pour comprendre l'homme que mon fils est devenu, je dois revenir en arrière. Je dois vous raconter le jour de ses 28 ans. Le jour où je l'ai perdu, pour mieux le retrouver. Le gâteau forêt noire pesait lourd dans mes mains. Pas seulement à cause de la crème et des cerises, mais à cause de tout l'amour et l'attente que j'y avais mis. J'étais devant la porte-fenêtre de la cuisine qui donnait sur le jardin. Dehors, la fête battait son plein. La fumée odorante du barbecue montait vers le ciel bleu de juillet. Des rires éclataient, se mêlant à la musique entraînante que Damien avait choisie. C'était son anniversaire. 28 ans. Et comme chaque année, j'avais voulu que tout soit parfait. J'ai toujours été une femme forte. J'ai dû l'être. Quand mon mari, Paul, est mort dans un accident sur un chantier, Damien n'avait que 14 ans. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule pour élever un adolescent en pleine crise, avec un deuil immense à porter. J'ai enchaîné les boulots. Femme de ménage le matin, repasseuse l'après-midi, et cuisinière dans une petite brasserie les week-ends. Tout ça pour que mon garçon ne manque de rien. Pour lui offrir la vie que je n'avais jamais eue. À 62 ans, je portais sur mes épaules des décennies de sacrifices. Quelques blessures encore à vif dans ma poitrine, et une force que je ne soupçonnais pas posséder. J'avais passé la journée entière à préparer cette fête. J'avais fait les courses, choisi les meilleures saucisses chez le boucher, commandé des bières artisanales qu'il aimait tant, et même engagé un traiteur pour les amuse-bouches, pour que ce soit plus chic, comme il disait. Le gâteau, par contre, je tenais à le faire moi-même. Une tradition. Sous mon autre bras, j'avais son cadeau, emballé dans un papier bleu marine. La montre qu'il lorgnait depuis des mois dans la vitrine du bijoutier du centre-ville. J'avais économisé pendant 6 mois pour la lui offrir. Je voulais voir ses yeux briller de surprise. Je me suis arrêtée sur le seuil, écoutant pour ne pas interrompre. À travers la vitre, je voyais Damien près du barbecue avec Romain et Mathieu, ses amis de toujours. Chloé, sa petite amie du moment, était assise à une table, absorbée par son téléphone. D'autres invités circulaient dans le jardin, un verre à la main. Ta mère s'est surpassée avec cette fête, disait Romain, sa voix clairement audible à travers la porte entr'ouverte. Musique, bière belge, elle a même engagé un traiteur pour les mini-burgers. La grande classe. Je sentis une bouffée de fierté. J'allais pousser la porte quand la réponse de Damien me cloua sur place. Il a pris une longue gorgée de sa bière. Ouais, comme d'habitude. Elle essaie d'acheter mon affection. Elle croit que l'argent arrange tout. Le froid. Un froid glacial m'a envahi, malgré la chaleur de l'été. Le gâteau est devenu une enclume. Le cadeau, une brique de plomb. Au moins, elle se soucie de toi, intervint Mathieu, plus modéré. Ma vieille, elle oublie même mon anniversaire. Le rire de Damien n'avait aucune once de chaleur. C'était un rire sec, méprisant. Se soucier de moi ? Elle est toujours sur mon dos. Trouve un travail, épouse quelqu'un, sois responsable. Comme si elle ne comprenait pas que le monde a changé, que ce n'est plus comme à son époque. J'ai serré les doigts contre le plat en carton du gâteau. À travers la vitre,
j'ai vu mon fils faire un geste dédaigneux avec sa bouteille de bière. Sérieusement, a-t-il continué, la voix pleine d'une exaspération feinte, le meilleur cadeau qu'elle pourrait me faire, ce serait de disparaître de ma vie. Pour de bon. J'en ai marre de ses sermons et de sa manie de tout contrôler. Le choc. Un coup de poing en pleine poitrine. J'ai reculé d'un pas, manquant de laisser tomber le gâteau. 28 ans. 28 ans d'anniversaire, de Noël, de nuit passée à son chevet quand il était malade. 28 ans de sacrifices, de factures payées, de repas chauds sur la table. Tout ça, réduit à ce moment cruel. Réduit à un souhait de mort symbolique. Romain, voulant sans doute faire de l'esprit, a levé sa bouteille comme pour un toast. C'est vrai qu'elle est un peu collante, ta mère. Mathieu a éclaté de rire. Je parie qu'elle a déjà planifié toute ta vie dans un agenda. C'est comme ça, les mères, non? Exactement, a enchaîné Damien, se sentant validé. Tout doit être fait à sa manière, sinon ça ne va pas. Il s'est tourné vers la maison, et je me suis rapidement écarté de la porte, me collant contre le mur extérieur, le cœur battant la chamade. Je ne voulais pas qu'il me voie. Je ne savais pas ce que j'aurais fait s'il m'avait vu. Parfois, je me dis que ce serait bien si elle. Je ne sais pas, si elle trouvait un autre endroit où rester. De manière définitive. Le cadeau a glissé dessous mon bras. Je l'ai rattrapé de justesse alors que mes jambes flageolaient. La montre, pour laquelle j'avais sacrifié tant de petits plaisirs, a perdu toute sa valeur. Elle n'était plus qu'un objet froid et inutile. Tu peux toujours déménager, a crié Chloé depuis sa table, sans même lever les yeux de son téléphone. Avec quel argent, a rétorqué Damien. Elle contrôle tout ici. Elle agit comme si j'avais encore 12 ans. Il a fini sa bière et a jeté la bouteille vide dans la poubelle la plus proche. Mais bon, au moins le logement gratuit, ça compense. Les rires ont explosé de nouveau, couvrant le bruit de mon cœur qui se brisait. Je suis restée là, immobile. Une femme de 62 ans, tenant un gâteau d'anniversaire pour quelqu'un qui souhaitait qu'elle disparaisse. La fête n'avait plus aucun sens. Qu'est-ce que je célébrais, au juste? Ma propre annihilation? Mes mains se sont mises à trembler de façon incontrôlable. Le gâteau oscillait dangereusement tandis que les souvenirs s'amoncelaient dans mon esprit comme une avalanche douloureuse. La remise de diplôme de Damien, quand il m'avait présenté à ses professeurs comme « celle qui paie les factures ». Le Noël dernier, quand il n'avait pas décollé les yeux de son téléphone en ouvrant les cadeaux que j'avais choisis avec tant de soin. Ce matin où il avait utilisé ma carte de crédit sans me le dire, et où, face à mes questions, il m'avait traité de « dramatique ». J'avais été si aveugle. Aveugle à la personne qu'il était devenu sous mon toit, avec mon argent, nourri par mes sacrifices. Tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais enduré, réduit au portrait d'une mère, contrôleuse et collante. La fête continuait dehors, inconsciente du drame qui se jouait à quelques mètres de là. Damien riait, retournant les merguez sur le grill pendant que Romain racontait une blague. Ils semblaient si à l'aise, si naturels dans leur moquerie de la femme qui avait rendu cette fête possible. À travers la vitre, je voyais mon fils vivre sa vérité, profitant d'une célébration financée par la personne qu'il voulait voir disparaître. Ma poitrine s'est contractée, mais ce n'était plus seulement de la douleur. C'était quelque chose de plus froid, de plus précis. Une pensée claire et tranchante a commencé à se former dans mon esprit. J'ai pensé au crédit de la maison que je payais seule depuis des années, depuis que je l'avais acheté pour qu'il ait un endroit stable où grandir. Aux factures d'électricité, d'eau, aux courses au supermarché. Tout ce que Damien considérait comme un dû, tout en souhaitant secrètement que je n'existe plus. Alors, j'ai fait demi-tour. Je suis retournée dans la cuisine. Mon esprit fonctionnait maintenant d'une manière différente. Plus claire, plus objective. Si Damien voulait tant que je quitte sa vie, peut-être était-il temps de réaliser son souhait. Mais pas de la manière qu'il attendait. Le gâteau pouvait attendre. Les bougies aussi. D'abord, j'avais quelques appels à passer. J'ai posé le gâteau sur la table de la cuisine, à côté du cadeau inutile. J'ai pris une profonde inspiration. La femme brisée qui se tenait près de la porte-fenêtre quelques minutes plus tôt était en train de disparaître, remplacée par une autre.
Une femme qui avait beaucoup à apprendre à son fils sur les conséquences. Je marchais de long en large dans la cuisine, entre le réfrigérateur et la fenêtre, observant mon fils continuer sa célébration tandis que je digérais le coup émotionnel que je venais de recevoir. Le son de sa voix insouciante, les rires de ses amis, tout cela résonnait désormais comme une insulte. Chaque éclat de rire était une confirmation de son ingratitude. Après avoir respiré profondément plusieurs fois, j'ai pris une décision. La passivité, c'était terminé. L'effacement, c'était terminé. Je suis sortie par la porte-fenêtre, les mains vides, le visage fermé. Sans gâteau, sans cadeau, sans aucune trace de célébration. Juste une mère cherchant des réponses de la part du fils ingrat qu'elle avait élevé avec tant d'amour. Damien était toujours là où je l'avais laissé, levant sa bière en discutant joyeusement avec Romain et Mathieu. Certains invités m'ont jeté un regard en coin, s'attendant probablement à une autre interruption maternelle typique pour demander de baisser la musique ou de faire attention aux plantes. Damien. Ma voix a tranché les rires comme une lame affûtée. Le silence s'est fait presque immédiatement autour du barbecue. Tous les regards se sont tournés vers moi. On peut parler en privé ? Il s'est retourné, affichant cette indifférence de celui qui n'a jamais fait face à de réelles conséquences. C'était la même expression qu'il avait quand je découvrais qu'il avait séché un entretien d'embauche ou quand les voisins se plaignaient du bruit de ses fêtes. Il a haussé les épaules, sans prendre la peine de baisser la voix. Maman, ce que tu as entendu. C'est la vérité. Tu te mêles tout le temps de ma vie. Tout le monde ici le sait. La franchise m'a stupéfiée. Il n'y avait même pas une trace de honte, aucune tentative de justification. Juste une honnêteté brutale, dite avec la confiance de quelqu'un qui n'a jamais été tenu pour responsable de quoi que ce soit. Ma demande de parler, en privé, avait été balayée d'un revers de main. Il voulait que ce soit un spectacle. Très bien. Comment peux-tu dire ça, après tout ce que j'ai fait pour toi ? Ma voix tremblait, mais de rage, pas de tristesse. Personne ne t'a demandé de le faire. C'était ton choix de subvenir à mes besoins, a-t-il répondu, buvant une autre gorgée pendant que ses amis hochaient la tête en signe d'approbation. Tu agis comme si je te devais quelque chose pour des décisions que tu as prises toute seule. Romain a fait un pas en avant, se positionnant comme un soutien. Il a raison, Madame Dubois. Ce sont les parents qui choisissent d'avoir des enfants. La cruauté de cette phrase m'a fait plus mal que les mots de mon propre fils. Son cercle d'amis renforçait son manque de respect, le justifiant avec des arguments déguisés en logique moderne et détachée. J'ai regardé autour de moi, dans mon propre jardin, acheté avec mon travail, entretenu par mes efforts, et j'ai vu les invités qui commençaient à prêter une attention soutenue à notre conversation. 28 ans, ai-je dit, ma voix restant ferme malgré la colère qui montait dans ma poitrine. 28 ans à te donner tout ce dont tu avais besoin. Et je n'ai jamais rien demandé de tout ça, a répliqué Damien, haussant le ton, encouragé par l'audience. Tu veux de la gratitude pour des choses que je n'ai pas demandées ? C'est ton problème, pas le mien. Mathieu a ri. Un son strident dans l'air tiède de l'après-midi. Mentalité typique des vieilles mères. Je me sacrifie, donc tu me dois tout. Les invités ont commencé à se taire, formant un demi-cercle autour de la confrontation. Certains semblaient mal à l'aise, mais personne n'intervenait. C'était leur divertissement, un drame familial en direct dont ils se souviendraient certainement pendant des semaines. Alors, quand tu as dit que tu aimerais que je disparaisse de ta vie, tu étais sérieux, ai-je demandé, le regardant droit dans les yeux. Ses yeux ont montré une légère surprise, la première fissure dans sa façade, mais il l'a rapidement remplacée par une agressivité défensive. Oui. Je l'ai dit. Tu es toujours sur mon dos, à me faire des sermons, à m'imposer tes attentes. Peut-être que si tu avais ta propre vie au lieu d'essayer de contrôler la mienne, nous serions tous les deux plus heureux. Ta maison, ta nourriture, ta voiture, ai-je énuméré, chaque mot sortant mesuré, délibéré. Tout ça vient de quelqu'un que tu aimerais voir disparaître. Exactement, a répondu Damien sans une once de chaleur. Et quand tu seras enfin parti, peut-être que le logement gratuit me manquera pendant 5 minutes. Après, je me débrouillerai seule. Chloé a laissé échapper un petit rire depuis la table du jardin, décollant enfin les yeux de son téléphone.
Damien, tu es terrible, a-t-elle dit, mais avec un ton d'éloge, comme si sa cruauté était charmante plutôt que dévastatrice. La musique continuait, le barbecue fumait, les invités buvaient ma bière et mangeaient mes amuse-bouches tout en assistant à la désintégration du peu de respect qui restait entre une mère et son fils. J'ai tourné le dos au cercle de visages, certains moqueurs, d'autres incapables de soutenir mon regard. Le rire de Damien m'a accompagné alors que je rentrais dans la maison, mais quelque chose avait définitivement changé en moi. Je ne ressentais plus seulement de la douleur, mais cette nouvelle froideur, calculatrice et déterminée. Il voulait que je parte. Cela pouvait s'arranger. Mais absolument pas de la manière qu'il espérait. Les marches de l'escalier ont grincé sous mon poids tandis que je montais au premier étage, chaque pas m'éloignant de l'écho de la fête qui célébrait mon humiliation. J'ai fermé la porte de ma chambre avec un clic doux, me séparant enfin du cauchemar où mon fils festoyait sur mon annulation. Le miroir de la coiffeuse reflétait une femme que je ne reconnaissais pas. Quand étais-je devenue cette personne ? Ce paillasson qui endure les insultes avec un sourire, celle qui nourrit ceux qui la méprisent ? Damien avait 28 ans et n'avait jamais eu de véritable emploi. Pas d'économie, pas d'historique de crédit, pas de compétences pratiques au-delà de la consommation de ce que je fournissais. Son style de vie complet dépendait de ma volonté continue de subventionner son confort pendant qu'il se moquait de mon existence. Que se passerait-il si cette subvention disparaissait, tout simplement ? La clarté de cette pensée fut comme une injection d'oxygène dans une pièce fermée. J'étais la propriétaire de cette maison, sans crédit en cours. Chaque facture d'électricité, chaque taxe foncière, chaque aliment dans le réfrigérateur, chaque kilowatt d'énergie qu'il utilisait pour ses jeux vidéo jusqu'au bout de la nuit, tout sortait de mes comptes. S'il voulait vraiment que je disparaisse, je pouvais exaucer son vœu. Mais à mes conditions, pas aux siennes. Damien était sur le point d'apprendre la différence entre l'indépendance et l'abandon, entre la liberté et la responsabilité. Il demandait de l'espace. Bientôt, il aurait tout l'espace qu'il pourrait supporter. La fête s'est prolongée jusqu'après minuit. De ma chambre, j'entendais les rires et les conversations, chaque son me rappelant ce que j'avais entendu quelques heures plus tôt. Quand le dernier invité est enfin parti et que Damien est monté dans sa chambre, la maison a été enveloppée d'un silence lourd, qui semblait crier toutes les vérités que j'avais ignorées pendant si longtemps. Je me suis allongée sur mon lit sans pouvoir dormir. Ces paroles résonnaient dans ma tête comme un disque rayé. Le meilleur cadeau serait qu'elle disparaisse de ma vie pour de bon. Chaque fois que je tentais de fermer les yeux, je voyais son visage quand il avait dit ça. Je voyais ses amis acquiescer. Je voyais Chloé rire comme si c'était la chose la plus drôle du monde. À 4 heures du matin, j'ai renoncé à essayer de dormir. Je suis descendue dans la cuisine et j'ai préparé du café. La maison était un chaos. Des verres éparpillés partout, des assiettes sales dans l'évier, des bouteilles vides sur le sol du jardin. La décoration que j'avais installée avec tant de soin était froissée, certaines guirlandes déchirées. C'était comme si la fête avait piétiné non seulement ma maison, mais aussi ma dignité. Je me suis assise à la table de la cuisine, la tasse entre mes mains, et j'ai commencé à réfléchir. Vraiment réfléchir. Pas avec l'émotion, pas avec les larmes, mais avec la froideur de quelqu'un qui voit enfin la réalité. Damien avait 28 ans et n'avait jamais travaillé un seul jour de manière stable. Chaque fois que je suggérais qu'il cherche un emploi, il disait que le marché était difficile, que ça ne valait pas la peine de gagner un maigre salaire, que je ne comprenais pas comment les choses fonctionnaient aujourd'hui. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais payé ses dettes de carte de crédit sans poser de questions. Des frais de scolarité de son BTS que j'avais réglés en travaillant les week-ends. De la voiture que j'avais achetée à mon nom parce qu'il n'avait aucun moyen de la financer. Et de cette maison, que je payais depuis 6 ans, rêvant du jour où il assumerait ses responsabilités et où je pourrais enfin me reposer un peu. Quelle illusion! J'ai pris une feuille de papier et un stylo. J'ai commencé à noter des chiffres. Combien est-ce que je dépensais chaque mois pour entretenir Damien ? La nourriture, la facture d'électricité qui explosait à cause de la climatisation qu'il laissait allumer toute la journée, Internet, les abonnements de télévision, l'essence pour la voiture. Quand j'ai fini de tout additionner, le montant m'a effrayé. Plus de 1 500 € par mois. C'était presque toute ma pension de réversion.
Et en échange de quoi? D'un fils qui me voyait comme un fardeau, qui m'humiliait devant ses amis, qui rêvait du jour où je disparaîtrais de sa vie. Le soleil a commencé à se lever alors que j'étais toujours assise dans cette cuisine en désordre. Damien dormait encore, n'imaginant probablement pas que sa mère avait passé la nuit à repenser toute leur situation. Pour lui, c'était juste une autre fête, une autre soirée où il avait obtenu ce qu'il voulait à mes dépens. À 8 heures du matin, j'ai commencé à nettoyer la maison. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je ne pouvais pas vivre dans le désordre. Pendant que je ramassais les verres et que je lavais la vaisselle, une idée a commencé à se former dans mon esprit. Une idée qui m'a effrayée par sa simplicité, et en même temps, par sa perfection. Damien voulait que je disparaisse. Très bien. Je pouvais faire en sorte que cela se produise. Vers 10 heures, il est descendu dans la cuisine en pyjama, avec ce visage de gueule de bois que je connaissais si bien. Il a pris un verre d'eau, un cachet pour son mal de tête, et m'a à peine jeté un regard, comme toujours. Bonjour, Damien. La fête était bonne, ai-je demandé, testant sa réaction. Ouais, a-t-il répondu sèchement, en consultant son téléphone. Merci d'avoir tout organisé. Il n'y avait aucune chaleur dans ses mots, juste une obligation sociale. Comme on remercie un serveur pour le service. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je n'ai rien laissé paraître. De rien, mon fils. Tu sors aujourd'hui? Je vais retrouver les autres plus tard. Pourquoi? Simple curiosité. Il est remonté dans sa chambre sans un mot de plus. Pour Damien, c'était juste un autre jour normal. Pour moi, c'était le jour où tout allait changer. J'ai attendu qu'il quitte la maison et j'ai commencé mes recherches. D'abord, j'ai appelé l'agence immobilière qui s'était occupée de l'achat de la maison. Je voulais savoir combien elle valait aujourd'hui, 6 ans plus tard. L'agent m'a dit que les maisons dans notre quartier étaient très recherchées. Je pouvais la vendre pour presque le double de ce que j'avais payé. Ensuite, j'ai cherché des appartements à louer dans d'autres régions. Des endroits où je pourrais recommencer, loin d'ici, loin de cette dynamique toxique où je n'étais qu'une pourvoyeuse invisible. J'ai trouvé plusieurs options intéressantes à des prix bien inférieurs à ce que je dépensais pour entretenir Damien. Pendant tout l'après-midi, j'ai organisé des papiers. Les documents de la maison, les relevés bancaires, mon acte de mariage, tout ce dont j'aurais besoin pour recommencer ailleurs. Chaque document que je mettais de côté était comme une brique retirée du mur qui me retenait prisonnière de cette vie. Damien est rentré en fin d'après-midi, excité comme toujours après avoir passé la journée avec ses amis. Il m'a salué rapidement et est allé directement dans sa chambre. Je l'ai entendu allumer sa console de jeux vidéo, comme il le faisait tous les soirs. Ce bruit, qui m'agaçait tant auparavant, me donnait maintenant la certitude que je prenais la bonne décision. Pendant le dîner, j'ai essayé de lui parler de l'avenir, de projets, de travail, de responsabilités. Il m'a répondu par monosyllabes, clairement irrité que je lui prenne la tête. Quand j'ai suggéré qu'il était peut-être temps pour lui de penser à partager certaines factures de la maison, il a ri. « Maman, tu sais bien que je n'ai pas d'argent pour ça. Quand je trouverai un bon travail, on en reparlera. » Et ce sera quand, ça? Quand une opportunité qui en vaille la peine se présentera. J'ai compris. Pour Damien, aucune opportunité ne serait jamais assez bonne. Il s'était installé dans la vie que je lui offrais, et tant que je continuerais à tout financer, il n'avait aucune raison de changer. Cette nuit-là, après qu'il soit monté dans sa chambre, je me suis de nouveau assise dans la cuisine. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma sœur, Claire, qui vivait en Dordogne, près de Sarlat. Cela faisait des mois que nous ne nous étions pas vraiment parlé, toujours trop occupés par nos problèmes respectifs. Mais ce soir-là, j'avais besoin de parler à quelqu'un de la famille. « Claire ? C'est moi, Sylvie. » « Sylvie. Quelle surprise. Comment vas-tu ? » Je suis en train de traverser quelques changements. Est-ce que je pourrais venir te voir quelques jours ? Bien sûr que tu peux. La maison est grande. Il s'est passé quelque chose ? Je lui ai raconté, de manière concise, ce qui se passait. La fête, les paroles de Damien, ma décision. Claire était indignée.
Ce garçon a besoin d'apprendre ce qu'est la responsabilité, Sylvie. Tu en as beaucoup trop fait pour lui. Eh bien, maintenant, je vais faire les choses différemment. Qu'est-ce que tu as en tête? Je vais disparaître de sa vie. Exactement comme il l'a demandé. Claire est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, tu es sûre de toi? J'en suis certaine. C'est le seul moyen pour qu'il apprenne. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. J'avais enfin pris une décision. Pas par colère, pas par vengeance, mais par amour-propre. Par respect pour la femme que j'avais été avant de devenir simplement la mère de Damien. Les jours suivants, j'ai commencé à mettre mon plan en action, discrètement, sans faire de bruit. Damien continuait sa routine normale, sortant avec ses amis, jouant aux jeux vidéo, traitant la maison comme un hôtel 5 étoiles. Il n'avait aucune idée de l'ouragan qui se préparait. Pour la première fois depuis des années, je me suis endormie facilement. Non pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce que j'avais enfin trouvé une solution. Damien voulait que je disparaisse. Ce souhait allait être exaucé. Et avec les conséquences qu'il n'aurait jamais imaginé devoir affronter. Le garçon qui pensait pouvoir mépriser sa mère sans conséquence était sur le point de découvrir ce que signifiait vraiment être seul au monde. Le mardi suivant, Damien est descendu dans la cuisine, plus excité que je ne l'avais vu depuis des semaines. Il avait un sac à dos sur les épaules et ce sourire qu'il arborait quand il avait de bonnes nouvelles à annoncer. « Maman, j'ai une nouvelle. » Romain a eu une prime au travail de son père et il a invité toute la bande à passer quelques jours sur la Côte d'Azur. On va loger dans une villa près de Saint-Tropez, profiter un peu. C'est super, mon fils. Quand partez-vous? Aujourd'hui même. Mathieu doit passer nous chercher ici à 14 heures. On reste jusqu'à dimanche. 5 jours. 5 jours entiers loin de la maison. Pendant que Damien parlait de leurs plans, des fêtes qu'ils allaient faire, de comment ils méritaient des vacances après tant de temps, à ne rien faire, je sentais comme si l'univers conspirait en ma faveur. J'ai juste besoin d'un peu d'argent pour les dépenses là-bas, maman. Tu peux me prêter 300 €? Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai dit non, même si c'était de manière détournée. Damien, tu as 28 ans. Tu ne penses pas qu'il est temps d'avoir ton propre argent pour tes propres loisirs? Il a fait cette tête de celui qui ne comprend pas pourquoi je complique quelque chose de si simple. Maman, c'est juste un prêt. Quand je trouverai un travail, je te rembourserai. Quand tu trouveras un travail, mon fils, tu n'auras plus besoin de demander de l'argent pour t'amuser. Il a soupiré, impatient. Pour lui, j'étais difficile, sans raison. Après tout, qu'est-ce que c'était que 300 € pour une mère qui avait toujours tout donné? D'accord, je vais voir avec Romain. Il a dit qu'il pouvait me les prêter, a-t-il dit, déjà en train de remonter. Parfait. Amuse-toi bien. Il est monté dans sa chambre pour finir sa valise. Je suis restée dans la cuisine, buvant mon café, mais mon esprit tournait déjà à plein régime. 5 jours. C'était plus de temps que je n'avais osé en rêver. Assez de temps pour faire tout ce dont j'avais besoin sans pression, sans qu'il ne questionne chacun de mes mouvements. À 14 heures précises, Mathieu a klaxonné devant la porte. Damien est descendu en courant, m'a fait un bisou rapide sur la joue et a dit qu'il m'appellerait en arrivant. Il n'a montré aucune once d'inquiétude à me laisser seule. Pour lui, je n'étais qu'une partie du mobilier de la maison. Quelqu'un qui serait là à son retour, comme toujours. Dès que la voiture a tourné au coin de la rue, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Monsieur Robert, l'agent immobilier. Ma voix était ferme, décidée. Monsieur Robert, c'est Sylvie Dubois. On peut accélérer le processus pour la maison? J'ai besoin qu'elle soit vendue cette semaine. Madame Dubois, c'est une urgence très inhabituelle, répondit la voix surprise de Monsieur Robert à l'autre bout du fil. Normalement, trouver des acheteurs sérieux prend plus de temps. Il y a les diagnostics, les visites. Je baisserai le prix autant que nécessaire, les jeux interrompus, ma détermination ne laissant aucune place à la négociation. Je veux qu'elle soit vendue cette semaine. Considérez cela comme une opportunité unique pour un acheteur rapide. Il y eut un silence,
pendant lequel j'imaginais Monsieur Robert calculer les possibilités, sentant la bonne affaire. Un agent immobilier expérimenté sait reconnaître une vendeuse motivée. Très motivée. Si nous la proposons à un prix très attractif et que nous la présentons comme une vente flash, je pense que nous pouvons y arriver, dit-il enfin, son ton ayant changé, passant de la surprise à l'excitation professionnelle. Mais ça va être une course contre la montre, Madame Dubois. Alors, courons, ai-je répondu. Quand pouvez-vous commencer? Aujourd'hui même. J'envoie un photographe cet après-midi et je la mettrai sur les principaux sites de vente ce soir. Demain, je peux déjà programmer les premières visites. Parfait. Je vous attendrai. Cet après-midi-là, Monsieur Robert est arrivé avec un jeune photographe qui s'est mis au travail avec une efficacité redoutable. Ils ont pris des dizaines de photos de la maison, chaque angle, chaque pièce. Je les suivais en silence, regardant ma maison, le seul foyer que j'avais vraiment connu, être transformé en produit, en opportunité commerciale. Chaque flash de l'appareil photo semblait graver dans le marbre ma décision irrévocable. La cuisine où j'avais préparé des milliers de repas, le salon où Damien avait fait ses premiers pas, sa chambre d'enfant encore décorée avec des vestiges de son adolescence. Tout cela était désormais destiné à appartenir à quelqu'un d'autre. Étrangement, je ne ressentais aucune nostalgie. Seulement un sentiment de libération. Le soir, après le départ de l'agent immobilier, j'ai rappelé ma sœur Claire en Dordogne. « Claire, tu te souviens que j'ai dit que je voulais te rendre visite? Est-ce que je peux arriver la semaine prochaine? » « Bien sûr, Sylvie, mais tu as l'air pressée. Il s'est passé autre chose? » « Je suis en train de mettre un plan à exécution. Un plan qui va changer ma vie pour toujours. » « Quel genre de plan? » Sa voix était teintée d'inquiétude. « Tu le sauras bientôt. J'ai juste besoin que tu me confirmes que je peux rester chez toi quelque temps, le temps que je m'organise. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. Cette maison est aussi la tienne, a-t-elle répondu, sa chaleur me réconfortant. Le mercredi, les appels ont commencé. Monsieur Robert me téléphonait toutes les heures avec des mises à jour. 3 familles voulaient visiter la maison le jour même. L'une d'elles avait déjà manifesté un intérêt sérieux par téléphone et voulait programmer une seconde visite pour le lendemain avec leurs parents pour avoir leur avis. Le prix cassé agissait comme un aimant. Les visites ont commencé à 9 heures du matin. La première famille a aimé la maison mais voulait négocier encore le prix. La deuxième famille l'a trouvée trop petite. Mais la troisième famille, un couple de professeurs avec une fille adolescente, est tombée immédiatement sous le charme. Madame Dubois, cette maison est parfaite pour nous, a dit la femme, les yeux brillants. Cela fait longtemps que nous cherchons quelque chose comme ça, dans un quartier calme, près des écoles. Son mari, un homme calme et poli, est allé droit au but. Nous pouvons payer le prix demandé, sans négociation, et nous avons déjà l'accord de principe de notre banque. Si vous acceptez, nous pouvons signer un compromis de vente dès aujourd'hui. J'ai regardé Monsieur Robert, qui hochait la tête avec un grand sourire. C'était plus rapide que tout ce qu'il avait imaginé. J'accepte, ai-je dit, ma voix ne tremblant pas, quand pouvons-nous signer l'acte définitif? Monsieur Robert s'est immiscé dans la conversation, tout à son efficacité. Si nous nous dépêchons avec la paperasse et que le notaire est coopératif, nous pouvons peut-être signer l'acte final vendredi. 2 jours. En 2 jours, la maison serait vendue, et Damien reviendrait dans un monde complètement différent de celui qu'il avait laissé. Le jeudi, alors que je signais le compromis de vente dans le bureau de Monsieur Robert, j'ai reçu un appel de Damien. Il était sur une plage, excité, me racontant les fêtes, les filles qu'ils avaient rencontrées, à quel point le voyage était génial. « Maman, tu n'imagines pas comme c'est bien ici. On aurait dû faire ce voyage avant. C'est bien que tu t'amuses, mon fils. » Carrément. Je pense même rester quelques jours de plus. Les autres veulent prolonger jusqu'à mardi. Une vague de soulagement m'a submergée. C'était encore mieux que prévu. Plus de temps pour tout finaliser. Reste aussi longtemps que tu le souhaites, Damien. Profite-en bien. Merci, maman. Je t'aime. Cette phrase, qui m'aurait autrefois rempli de joie, sonnait maintenant creuse et fausse.
Mais j'ai répondu par habitude, et aussi par une forme de vérité tordue. Je t'aime aussi, mon fils. Plus que tu ne peux l'imaginer. C'était vrai. Je l'aimais tellement que j'étais en train de faire ce que j'aurais dû faire des années auparavant, lui apprendre à être responsable de ses propres choix. Le vendredi, j'ai signé l'acte de vente définitif chez le notaire. Une somme considérable a été virée sur mon compte courant. La famille de professeurs a reçu les clés avec un sourire radieux, parlant déjà des plans qu'ils avaient pour chaque pièce de la maison. En sortant du bureau du notaire, j'ai eu l'impression de flotter. J'étais libre. Et sans abri, techniquement. Mais c'était une absence d'abri exaltante. Pendant le week-end, j'ai déménagé. J'ai loué un petit studio meublé dans le centre-ville pour quelques semaines, le temps de m'organiser. J'ai seulement emporté mes vêtements, mes photos, les quelques bijoux que Paul m'avait offerts, et mes livres. Tout ce qui appartenait à Damien, ses vêtements, sa console de jeu, ses trophées de football de quand il était petit, ses posters a été soigneusement emballé dans des cartons. J'ai sonné chez ma voisine, Madame Martine, une veuve de mon âge avec qui j'avais toujours eu de bonnes relations. Martine, j'ai une énorme faveur à vous demander. Je lui ai expliqué la situation. Pas tous les détails sordides, mais l'essentiel, que Damien avait besoin d'une leçon de vie, que j'avais vendu la maison et que je partais pour un temps indéterminé. Elle m'a regardée avec de grands yeux, choquée mais compréhensive. Vous faites ce qu'il faut, Sylvie, m'a-t-elle dit en posant une main sur mon bras. Ce garçon a besoin d'apprendre à marcher avec ses propres jambes. Vous pouvez entreposer ses affaires dans mon garage aussi longtemps que nécessaire. Avec son aide, nous avons transporté les cartons dans son garage. En fermant la porte du garage, j'ai eu l'impression de fermer un chapitre entier de ma vie. Le chapitre où j'étais la gardienne des biens et du confort de mon fils. Le dimanche soir, Damien m'a appelé de nouveau. Il était euphorique, me racontant la fête d'adieu qu'ils avaient organisée sur la plage. Maman, quel voyage incroyable! Je suis ressourcée, tu sais? Je reviens avec une nouvelle énergie. C'est bien, mon fils. Vous rentrez quand? On prend la route demain matin. Mathieu devrait me déposer à la maison vers 20h. D'accord. Bon voyage de retour. Le lundi, j'ai pris le train pour la Dordogne. Le voyage a duré plusieurs heures, pendant lesquelles j'ai regardé le paysage défiler, me sentant de plus en plus légère à chaque kilomètre qui me séparait de mon ancienne vie. Pour la première fois depuis des années, j'étais juste Sylvie. Pas la mère de Damien. Juste Sylvie. Ma sœur Claire m'attendait à la gare de Brive-la-Gaillarde. Son étreinte était chaude et réconfortante. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle m'a simplement conduite à sa jolie maison en pierre, avec ses volets bleus et son jardin fleuri, même en cette fin de saison. Cet après-midi-là, assise sur sa terrasse avec une vue imprenable sur la vallée, j'ai appelé Madame Martine. Martine, c'est Sylvie. J'ai une dernière chose à vous demander. Pouvez-vous mettre une lettre dans la boîte aux lettres de mon ancienne maison? Une lettre adressée à Damien. Bien sûr, ma chère. Que doit-elle dire? Je lui ai dicté le texte. Chaque mot avait été soigneusement pesé, chaque phrase construite pour qu'il comprenne la dimension exacte de ce qu'il avait perdu. Damien, tu as dit à ta fête d'anniversaire que le meilleur cadeau serait que je disparaisse de ta vie pour toujours. J'ai décidé de réaliser ton souhait. La maison a été vendue. Tes affaires sont dans le garage de Madame Martine. Je commence une nouvelle vie, loin d'ici. Tu as maintenant l'indépendance que tu as toujours voulu. J'espère que tu en profiteras. Maman. Il y eut un long-silence. C'est direct, dit finalement Madame Martine. Il le faut, ai-je répondu. À 20h, à l'heure où je savais qu'il arriverait, je me suis imaginé la scène. Damien sortant de la voiture, son sac de voyage sur l'épaule, saluant joyeusement ses amis, encore avec le sourire de celui qui a passé les meilleurs jours de sa vie. Je l'ai imaginé s'approchant du portail, s'arrêtant en voyant les nouveaux noms sur la boîte aux lettres. Trouvant la lettre. L'ouvrant. La lisant une fois. Puis une deuxième fois, incrédule. Et puis, je me suis imaginé le moment exact où la réalité le frapperait.
Ses jambes flageolant. S'appuyant contre le mur. Le désespoir prenant possession de son visage. Damien venait de découvrir que demander à sa mère de disparaître avait un prix. Un prix qu'il n'aurait jamais imaginé devoir payer. Madame Martine m'a appelé le mardi matin. Sa voix était chargée d'émotion. Sylvie, ma pauvre amie, quelle situation terrible. Le garçon est arrivé hier soir et... Mon Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un dans un tel désespoir. Je suis restée silencieuse, mon cœur se serrant malgré ma résolution. Je l'ai laissé continuer. Racontez-moi ce qui s'est passé, Martine. Il a lu la lettre et il s'est mis à crier. Il a réveillé tout le quartier. Il a frappé au portail de la maison, hurlant que les nouveaux occupants devaient sortir, que c'était sa maison. Le nouveau propriétaire, ce professeur, un homme très patient, a dû menacer d'appeler la gendarmerie pour qu'il se calme. J'écoutais, essayant d'imaginer la scène. Damien, qui avait toujours tout eu pour acquis, découvrant d'une minute à l'autre qu'il n'avait plus rien. Pas de maison. Pas de refuge. Pas de mère pour réparer ses erreurs. Et ensuite, ai-je demandé, ma voix un murmure. Ensuite, il est venu chez moi. En larmes, Sylvie, pleurant comme un enfant. Il me demandait de vous appeler, me suppliant de lui dire où vous étiez. Il disait que c'était un malentendu, que vous pouviez en parler et arranger les choses. Qu'avez-vous répondu? Que vous m'aviez demandé de ne pas révéler où vous étiez. Que vous aviez besoin de temps, loin d'ici. Il est resté assis sur mon canapé pendant des heures, sans rien dire, le regard vide. Je lui ai fait un café, mais il n'y a pas touché. Merci d'avoir respecté ma demande, Martine. Sylvie, je sais que vous avez raison. Mais de voir ce garçon si désespéré. Ça fait de la peine, vous savez. Je sais, ai-je murmuré. Ça me fait de la peine aussi. Mais parfois, la douleur est nécessaire pour grandir. Les jours suivants, Martine a continué de me tenir informée. Damien avait passé la première nuit à dormir chez elle, parce qu'elle avait eu pitié. Le deuxième jour, il avait réussi à convaincre Romain de le laisser dormir sur son canapé pour quelques nuits. Sylvie, il vous cherche comme un fou. Il a fait le tour de toutes les agences immobilières de la ville pour demander si vous aviez loué un appartement. Il est désespéré. Et pour le travail? Est-ce qu'il cherche un emploi? Ça, je ne sais pas, ma chère. Je sais juste qu'il passe ses journées à vous chercher. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Damien n'avait pas encore compris qu'il devait résoudre la situation par lui-même. Il espérait encore que j'apparaisse pour tout arranger, comme je l'avais toujours fait. À la fin de la première semaine, il a réussi à obtenir mon nouveau numéro de téléphone, probablement via un cousin éloigné qui n'était pas au courant de toute l'histoire. Mon téléphone a sonné un jeudi soir. Quand j'ai vu son nom s'afficher sur l'écran, mon cœur a raté un battement. Pendant un instant, j'ai hésité à répondre. Mais je savais que cette conversation était inévitable. Allô? Maman. Maman, pour l'amour de Dieu, où es-tu? Sa voix était paniquée, brisée. C'était la voix d'un enfant perdu, pas celle d'un homme de 28 ans. Bonjour, Damien. Maman, il faut que je te parle. Il faut que tu reviennes. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Tu n'as pas compris, Damien? Tout est expliqué dans la lettre. Mais maman, tu ne peux pas avoir fait ça. Tu ne peux pas avoir vendu notre maison. Notre vie entière. Où est-ce que je vais vivre? Comment je vais vivre? Tu vas vivre où tu pourras payer un loyer, Damien. Et tu vas vivre en travaillant. Comme toutes les personnes normales le font. Mais je n'ai pas de travail. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Sa voix monta dans les aigus, frôlant l'hystérie. Exactement, ai-je répondu, ma propre voix restant d'un calme glacial qui me surprenait moi-même. Maintenant, tu sais ce que je ressentais en étant traité comme un fardeau dans ma propre maison. Le silence à l'autre bout du fil fut long et lourd. Quand Damien a repris la parole, sa voix était étranglée par les sanglots. Maman, je sais que j'ai dit des bêtises à ma fête. Je sais que je t'ai blessée, mais j'avais bu.
J'étais énervée par les moqueries de mes amis. Tu sais bien que je ne pense pas ça pour de vrai. C'était la première tentative de justification, l'excuse classique de l'alcool et de l'influence des autres. Je ne l'ai pas laissé s'en tirer si facilement. Damien, tu as 28 ans. Tu es assez grand pour être responsable des mots qui sortent de ta bouche. L'alcool ne crée pas des pensées, il ne fait que libérer celles qui existent déjà. S'il te plaît, maman, donne-moi une autre chance. Je te promets que je vais changer. Je vais chercher un travail. Je vais t'aider. Je serai différent. Combien de fois avais-je déjà entendu cette promesse? Après une mauvaise note à l'école, après avoir endommagé la voiture, après une plainte des voisins. Des promesses en l'air, destinées uniquement à apaiser la situation immédiate. Combien de fois as-tu déjà fait cette promesse, mon fils? Il s'est mis à pleurer franchement de l'autre côté de la ligne. Ce n'était pas de la manipulation, cette fois. C'était le désespoir authentique de quelqu'un qui comprenait enfin la gravité de la situation. Le son de ses pleurs me déchirait le cœur, mais je savais que céder maintenant serait anéantir tout le bienfait de cette leçon douloureuse. S'il te plaît, maman, dis-moi où tu es. Parlons en personne. On va arranger ça. Il n'y a rien à arranger, Damien. Tu as eu ce que tu voulais. Ton indépendance totale. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table, mes mains tremblaient. J'avais le cœur en miettes, mais la conscience tranquille. C'était la conversation la plus difficile de ma vie, mais aussi la plus nécessaire. Je suis allée sur la terrasse et j'ai respiré l'air frais de la campagne. Claire est sortie et a posé une couverture sur mes épaules, sans dire un mot. Elle comprenait. Damien m'a appelé des dizaines de fois dans les semaines qui ont suivi. Parfois en pleurant, parfois en essayant de me convaincre avec des arguments logiques, parfois même en tentant de me faire du chantage émotionnel, me rappelant les bons moments de son enfance. Je répondais à certains appels, j'en rejetais d'autres, mais ma position restait inébranlable. C'était un test d'endurance, et pour la première fois, je ne cédais pas. Madame Martine continuait de me donner des nouvelles. La vie sur le canapé de Romain n'avait pas duré. Après une semaine, Romain lui avait dit, gentiment mais fermement, qu'il devait trouver une autre solution. Il avait alors appelé Mathieu, qui avait prétexté un manque de place. Le cercle d'amis qu'il avait tant encouragé dans son arrogance le laissait maintenant tomber face aux conséquences. Pendant près de 2 semaines, il a vécu au jour le jour, passant d'un canapé à l'autre, chez des connaissances de moins en moins proches. Madame Martine m'a raconté qu'il avait maigri, que son visage était cerné. L'insouciance avait été balayée, remplacée par une anxiété palpable. Puis, un jour, Martine m'a appelé avec une nouvelle. Sylvie, il a trouvé quelque chose. Un petit travail. Vraiment? Où ça? C'est un travail à mi-temps dans un grand magasin de vêtements au centre commercial. Vendeur. Le salaire est le SMIC horaire, mais c'est un début. Il a dû le prendre, il n'avait plus le choix. Un début. C'était le mot le plus encourageant que j'avais entendu depuis des semaines. Avec son premier salaire partiel, il a loué une studette, un de ces studios minuscules sous les toits, avec une douche dans la cuisine et les toilettes sur le palier. Madame Martine était allée le voir. C'est minuscule et misérable, Sylvie. Il n'y a presque rien dedans. Juste un matelas par terre et quelques cartons que je lui ai donnés. Mais c'est à lui. Il m'a dit, avec une sorte de fierté étrange, que pour la première fois de sa vie, il payait son propre loyer. Cette image m'a à la fois brisé le cœur et rempli d'une lueur d'espoir. La fierté. C'était un sentiment qu'il n'avait jamais eu besoin de cultiver, puisque tout lui avait toujours été donné. Sa vie a radicalement changé. Fini les grasses matinées, les après-midi devant la console de jeu. Il devait se lever tôt pour prendre le bus, travailler debout toute la journée à plier des vêtements et conseiller des clients souvent impatients. Le soir, il rentrait épuisé dans sa petite chambre, où il devait se préparer un repas simple avec le peu d'argent qui lui restait après avoir payé son loyer et ses transports. 1 mois après mon départ, j'ai reçu un appel différent. Sa voix n'était ni paniquée, ni suppliante. Elle était fatiguée, mais plus mature. Maman. Damien.
Je ne vais plus t'implorer de revenir. J'ai compris que tu ne changeras pas d'avis. C'est bien que tu aies compris, mon fils. Il y eut une pause. J'entendais sa respiration à l'autre bout du fil. Je voulais que tu saches que j'ai appris. J'ai appris de la manière la plus difficile possible, mais j'ai appris. Je travaille. Je paie mes propres factures. Je vis dans la réalité pour la première fois de ma vie. Et comment est-ce, ai-je demandé doucement. C'est dur. Très dur. Il a hésité. Mais je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Maman. Je veux te demander pardon. Vraiment pardon. Pas parce que je veux que tu reviennes, mais parce que j'ai besoin que tu saches que je reconnais mes erreurs. Chaque mot que j'ai dit ce jour-là. C'était ignoble. Ces excuses étaient acceptées avant même qu'il ne les formule complètement. Tes excuses sont acceptées, Damien. Je peux savoir où tu es. Pas pour venir te chercher, juste. Juste pour savoir que tu vas bien. C'était la première fois qu'il demandait comment j'allais. Je suis en Dordogne. Chez ta tante Claire. Et je vais bien. Mieux que je n'ai été depuis des années. C'est bien. Tu mérites d'être heureuse, maman. Il m'a fallu 28 ans pour le réaliser, mais tu le mérites. Merci, mon fils. Maman. Une dernière chose. Sa voix s'est brisée un peu. Je sais que j'ai détruit notre relation. Je sais qu'on ne pourra peut-être plus jamais être comme avant. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, dans le futur, quand j'aurai prouvé que j'ai vraiment changé? Qu'on puisse au moins se parler? Damien, tu seras toujours mon fils. Mais notre relation doit maintenant être basée sur le respect mutuel, pas sur la dépendance. Je comprends. Et je vais travailler pour mériter ce respect. Quand j'ai raccroché, j'ai pleuré pour la première fois depuis que j'avais quitté Lyon. Je n'ai pas pleuré de tristesse, mais de soulagement. Enfin, Damien parlait comme un adulte, pas comme un enfant gâté. Claire m'a trouvé en larmes sur la terrasse et s'est assise à côté de moi. C'était Damien? J'ai hoché la tête. Je crois qu'il a enfin compris. Et tu regrettes? Non, Claire. Je suis fière. Fière d'avoir eu le courage de faire ce qui devait être fait. Tu as sauvé ton fils, Sylvie. Même s'il ne le comprend pas totalement maintenant, un jour, il le fera. J'espérais qu'elle avait raison. Car c'est ce qu'une mère qui aime vraiment fait. Elle apprend à son enfant à voler, même si cela signifie le pousser du nid. Pendant ce temps, en Dordogne, je redécouvrais ma propre vie. Les premiers jours avaient été étranges. Je me réveillais avec un sentiment de vide, l'habitude de penser à ce que Damien allait manger, s'il avait besoin de quelque chose. Mais peu à peu, ce vide a été remplacé par autre chose, du temps. Du temps pour moi. J'ai commencé à faire de longues promenades dans la campagne. J'ai redécouvert le plaisir de lire un livre en plein après-midi, sans être interrompu. J'ai aidé Claire dans son immense potager. Sentir la terre sous mes ongles, voir les légumes pousser grâce à mes soins, c'était une satisfaction simple et profonde. 3 mois après mon arrivée, j'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque municipale de Sarlat. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'en avais envie. J'aimais ranger les livres, conseiller les lecteurs, aider les enfants à trouver des histoires. Les enfants me rappelaient Damien quand il était petit, mais d'une manière douce, nostalgique, sans l'amertume des dernières années. Là, je pouvais exercer mon instinct maternel de manière saine, avec des enfants qui rendaient l'affection par l'affection, qui me voyaient comme quelqu'un de spécial, pas comme un fardeau. Madame Hélène, la directrice de la bibliothèque, a remarqué un jour que j'avais une façon particulière avec les enfants. Sylvie, vous avez quelque chose que beaucoup de gens ont perdu. Une patience véritable. Pas une patience forcée, mais un amour authentique. Ces mots m'ont profondément touchée, car j'ai reconnu en eux quelque chose que j'avais perdu avec Damien. Avec lui, ma patience était devenue de la peur. Mon dévouement était devenu de la servitude. Les nouvelles de Damien continuaient d'arriver par l'intermédiaire de Madame Martine, qui appelait de temps en temps pour me mettre au courant. Après quelques mois au magasin de vêtements, il avait trouvé un autre travail.
Il travaille dans un garage automobile maintenant, Sylvie. Il a toujours aimé bricoler les scooters quand il était adolescent, vous vous souvenez? Apparemment, il est doué. Il a commencé comme apprenti, pour le nettoyage et les petites tâches, mais le patron a vu qu'il apprenait vite. Il gagne un peu mieux sa vie. Il vivait toujours dans sa minuscule studette, mais il avait réussi à acheter quelques meubles d'occasion. Martine m'a dit qu'il avait peint les murs lui-même. L'image de Damien, avec un rouleau de peinture à la main, était si étrange que j'ai eu du mal à y croire. Le garçon qui n'avait jamais lavé une tasse cuisinait et rénovait son propre espace. Un de ses appels m'a particulièrement marqué. Madame Martine m'a raconté que Damien était passé chez elle un dimanche après-midi. Pas pour demander de mes nouvelles, mais pour la remercier d'avoir gardé ses affaires et pour récupérer quelques objets personnels qui étaient encore là. Sylvie, il était différent. Plus homme, vous savez? Il m'a dit qu'il apprenait à réparer des moteurs, qu'il aimait le travail. Il a dit que pour la première fois de sa vie, il comprenait ce que c'était que de rentrer fatigué à la maison, en sachant qu'on avait mérité ce repos. Ces mots m'ont rempli d'une satisfaction étrange. Ce n'était pas du bonheur, exactement, car il était encore douloureux de savoir que mon fils avait dû traverser tant de souffrances pour mûrir. Mais c'était du soulagement. Le soulagement de savoir que ma décision avait été la bonne. Que Damien apprenait enfin à être responsable de lui-même. J'ai commencé à rêver de lui. Des rêves étranges où il apparaissait tantôt comme le petit garçon que j'avais élevé, tantôt comme l'homme adulte qu'il devenait. Dans ces rêves, nous parlions comme nous n'avions jamais réussi à le faire dans la vie réelle. Il me demandait pardon, je le pardonnais, et nous nous réveillions en paix. Mais au réveil, je savais que la réalité était plus compliquée. Claire a remarqué que je pensais de plus en plus à Damien à mesure que les mois passaient. « Il te manque, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle demandé un soir. C'était une question que j'évitais de me poser. Bien sûr qu'il me manquait. Le fils qu'il aurait pu être me manquait. Les bons moments que nous avions eus quand il était enfant me manquaient. La possibilité d'une relation saine entre une mère et son fils adulte me manquait. Oui, il me manque, ai-je admis pour la première fois. Mais je ne regrette rien. Un après-midi d'octobre, presque 8 mois après mon départ, Madame Martine m'a appelé avec un ton différent dans la voix, presque enjoué. « Sylvie, je dois vous raconter quelque chose à propos de Damien. » Mon cœur a fait un bond, craignant une mauvaise nouvelle. « Que se passe-t-il ? Il va bien ? » Mieux que bien. Il est venu ici aujourd'hui pour m'apporter une part de tarte aux pommes. Une tarte qu'il a faite lui-même. L'image de Damien préparant une tarte pour remercier quelqu'un était si surréaliste que j'ai eu du mal à la traiter. Le garçon qui considérait la cuisine comme un territoire exclusivement féminin et maternel était en train de cuisiner pour les autres. Madame Martine a continué, sa voix pétillante de plaisir. Et ce n'est pas tout. Il m'a dit qu'il sortait avec une jeune femme. Une collègue du garage. Une certaine Camille. Une fille simple, qui travaille à l'accueil. Il a dit qu'elle lui apprenait à prendre soin d'une maison, à cuisiner. Des choses qu'il n'a jamais apprises avec vous, pardonnez-moi de le dire. J'ai ressenti une pointe de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Était-ce de la jalousie ? De la satisfaction ? Une autre femme accomplissait ce que je n'avais jamais réussi à faire, apprendre à Damien à être indépendant. Mais en même temps, j'étais heureuse de savoir qu'il avait trouvé quelqu'un qu'il aimait assez pour ne pas accepter d'être traité comme sa domestique. Elle s'appelle Camille, a poursuivi Madame Martine. Une jeune femme d'environ 25 ans, très polie, je l'ai aperçue une fois. Apparemment, ils vont bientôt emménager ensemble dans un petit appartement, un peu plus grand que sa studette. Damien m'a dit qu'elle n'accepte pas qu'il reste sans rien faire à la maison. Soit il participe à tout, soit elle s'en va. Et, apparemment, il a appris vite. Ce soir-là, j'ai parlé à Claire de cette nouvelle phase de la vie de Damien. Il grandit, Sylvie, a-t-elle dit avec sagesse. Aussi douloureux que cela ait été, tu as fait le bon choix. Un homme de 28 ans avait besoin d'apprendre à être un homme, pas un éternel adolescent. Claire avait raison, mais je me demandais encore s'il y avait eu un moyen moins drastique d'enseigner cette leçon. Fin octobre, j'ai fait une découverte sur moi-même qui m'a surprise.
J'étais à une fête d'anniversaire chez la voisine de Claire quand j'ai réalisé que j'avais passé des heures à discuter avec des gens, à rire, à m'amuser, sans penser une seule fois à Damien. C'était la première fois en près de 3 décennies que mon esprit n'était pas occupé par les soucis d'être mère. Je suis rentrée à la maison avec une étrange sensation de légèreté. Claire m'a trouvée dans la cuisine, buvant une tisane avant de dormir, et a fait une observation qui m'a profondément touchée. « Tu sais que tu es guérie, n'est-ce pas ?» « Guérie de quoi ?» ai-je demandé. « Guérie de vivre la vie des autres. Pour la première fois, tu vis ta propre vie. » C'était vrai. Au cours des derniers mois, j'avais pris des décisions basées sur ce que je voulais, moi. Pas sur ce dont Damien avait besoin ou attendait de moi. J'avais choisi où vivre, comment passer mon temps, avec qui nouer des relations. C'étaient de petits choix quotidiens, mais ils représentaient une liberté que j'avais oublié qu'elle existait. J'ai commencé à penser à l'avenir d'une manière que je n'avais pas faite depuis des années. Pas un avenir basé sur les besoins de mon fils, mais un avenir basé sur mes propres rêves et désirs. Peut-être que je voulais voyager, voir l'Italie. Peut-être que je voulais suivre un cours d'histoire de l'art, apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que je voulais simplement continuer à vivre cette vie simple et tranquille en Dordogne. La page était blanche, et c'était à moi de l'écrire. Presque un an après mon départ, j'ai reçu un autre appel de Damien. Cette fois, sa voix était complètement différente. Il n'y avait pas de désespoir, pas de manipulation, pas de promesses en l'air. Il y avait juste un homme adulte qui voulait parler à sa mère. « Maman. Je sais que tu n'as pas besoin de répondre à mes appels, mais j'ai besoin de te raconter certaines choses. » Sa voix était plus grave, plus posée. Elle ressemblait plus à la voix de l'homme qu'il devenait qu'à celle du garçon gâté qu'il avait été. « Je t'écoute, Damien. J'appelle parce que je veux que tu saches que je vais bien. Mieux que bien. J'apprends à être une meilleure personne. » J'ai écouté en silence pendant qu'il me parlait de Camille, du travail au garage, de la façon dont il apprenait à prendre soin de lui-même et de quelqu'un d'autre. Il a parlé des difficultés qu'il avait rencontrées, de l'humiliation qu'il avait ressentie en découvrant qu'il ne savait rien faire seul, de la façon dont il avait dû tout apprendre à partir de zéro. À la fin de la conversation, il a dit quelque chose qui m'a fait pleurer silencieusement. « Maman, je veux que tu saches que je te pardonne. » Me pardonner ? Mais pourquoi, ai-je demandé, surprise. Pour m'avoir trop aimé, a-t-il dit, sa voix remplie d'une émotion sincère. Pour avoir tout fait pour moi alors que tu aurais dû m'apprendre à faire pour moi-même. Je sais que ça t'a fait mal de me voir souffrir, mais c'était la meilleure chose que tu pouvais faire. Tu m'as sauvé de moi-même. Quand j'ai raccroché, j'ai su que quelque chose avait définitivement changé entre nous. Damien n'était plus le garçon qui avait besoin de moi pour tout, et je n'étais plus la mère qui avait besoin d'être nécessaire pour se sentir aimée. Nous étions 2 adultes qui s'aimaient, mais qui avaient enfin appris à vivre leur propre vie. Nous étions sur le chemin de la guérison, chacun de notre côté, mais peut-être, un jour, pourrions-nous faire converger ces chemins. Décembre est arrivé avec cette fraîcheur caractéristique de la Dordogne, mais il a aussi apporté avec lui une agitation que je ne pouvais pas expliquer. Il y avait quelque chose dans l'air, une attente qui grandissait en moi sans raison apparente. Claire a remarqué mon agitation et a plaisanté en disant que je ressemblais à une adolescente amoureuse, nerveuse sans savoir pourquoi. La veille de Noël, j'organisais les cadeaux que j'avais achetés pour les enfants de la bibliothèque quand le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose m'a dit de répondre. De l'autre côté de la ligne, une voix féminine, jeune et polie, s'est présentée. « Madame Dubois ? Bonjour, je m'appelle Camille. Je suis la petite amie de Damien. » Mon cœur a raté un battement. « Bonjour, Camille. Excusez-moi de vous déranger, madame. Mais j'ai besoin de vous parler de Damien. » Des milliers de possibilités ont traversé mon esprit en une fraction de seconde. Un accident. Une maladie. Des problèmes au travail. Camille a semblé percevoir ma panique et m'a rapidement rassurée. « Non, non, rien de grave n'est arrivé, Madame Dubois. C'est juste que Damien est très triste. Surtout maintenant, en fin d'année. Vous lui manquez terriblement. »
La conversation qui a suivi m'a révélé une facette de mon fils que je ne connaissais pas. Camille m'a raconté comment Damien parlait de moi, comment il portait la culpabilité de tout ce qui s'était passé, comment il avait mûri au cours des derniers mois. Elle m'a dit qu'il travaillait dur au garage, qu'il aidait à la maison, qu'il était devenu un homme complètement différent. Madame Dubois, il pleure parfois. Il pleure de nostalgie, de regret. Il dit qu'il ne sait pas si vous arriverez un jour à lui pardonner complètement. La voix de Camille était chargée d'émotion. Je sais que ce n'est pas ma place de demander ça, mais... Ne pourriez-vous pas au moins lui parler? Je crois qu'il a besoin de l'entendre de votre part. Je suis restée silencieuse pendant un long moment, traitant tout ce qu'elle venait de me dire. Une jeune femme que je n'avais jamais rencontrée plaidait la cause de mon fils, non pas pour qu'il obtienne quelque chose, mais pour apaiser sa peine. J'aime Damien, Madame Dubois, a-t-elle continué. Et c'est pourquoi je veux le voir complet, heureux. Il m'a tout raconté, il a assumé toutes ses erreurs. Mais il m'a aussi dit que vous êtes la meilleure personne qu'il connaisse, que vous avez tout fait pour lui toute sa vie. Je pense que vous méritez tous les deux une seconde chance. Quand j'ai raccroché, Claire me regardait depuis le seuil de la cuisine. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras, me chuchotant que c'était peut-être le moment de faire le pas suivant. J'ai passé tout le jour de Noël à penser à cette conversation. Les mots de Camille résonnaient dans ma tête, mêlés aux souvenirs de Damien enfant, aux moments difficiles des dernières années, à la douleur de la séparation. C'était comme si tous les morceaux de notre histoire essayaient de se réorganiser dans une nouvelle configuration. Le 28 décembre, l'ironie de la date ne m'a pas échappé, c'était la date de son anniversaire maudit. J'ai pris une décision. J'ai appelé Damien. Quand il a répondu, sa voix a tremblé en entendant la mienne. Maman? Maman, c'est bien toi? C'est moi, mon fils. Camille m'a appelé il y a quelques jours. Il y eut un long silence. Quand Damien a repris la parole, j'ai su qu'il pleurait. Maman. Tu me manques tellement. Tellement. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi, sans que je regrette tout ce que j'ai fait. Tu me manques aussi, Damien. Beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. Ce qui a suivi fut la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Damien m'a parlé de son travail, de Camille, de la façon dont il avait appris à apprécier les choses simples de la vie. Il a parlé de la première fois où il avait dû faire sa propre lessive, de comment il s'était senti perdu les premiers mois, de comment il avait découvert le plaisir de gagner les choses par ses propres efforts. Puis il a dit, « Maman. Je voudrais te demander quelque chose. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais... Est-ce que tu pourrais venir passer le nouvel an ici? Je veux que tu rencontres Camille en personne. Je veux te montrer comment j'ai changé. » La question m'a prise au dépourvu. Une partie de moi voulait dire oui immédiatement, mais une autre partie avait encore peur de retomber dans cette dynamique toxique que nous avions eue. Damien, je ne sais pas si je suis prête pour ça. Je comprends, maman. Je veux juste que tu saches que je respecterai ta décision, quelle qu'elle soit. Si tu ne veux pas venir, ce n'est pas grave. Mais si tu veux nous donner une chance de parler en personne, je te promets que ce sera différent. J'ai passé des heures à réfléchir à sa proposition. Claire m'encourageait à y aller, disant que je n'aurais pas la paix tant que je n'aurais pas vu de mes propres yeux la transformation de Damien. Madame Martine, quand je l'ai appelée, a confirmé tout ce que Camille m'avait dit sur son changement. C'est un autre garçon, Sylvie. Un autre homme, en fait. Responsable, travailleur, poli. Je pense que vous pouvez être fier de l'homme qu'il est devenu. Le 30 décembre, j'ai pris un bus pour Lyon. Le voyage de retour était étrange, rempli de souvenirs et d'attentes. J'étais terrifiée. Terrifiée de découvrir que tout n'était qu'une façade. Terrifiée de devoir le repousser une fois de plus. Terrifiée de découvrir que rien n'avait vraiment changé. Quand le bus est entré dans la gare routière, je l'ai vu qui m'attendait. Il était plus mince, avec des vêtements simples mais propres, et dans ses yeux, il y avait une maturité que je n'avais jamais vue auparavant. Il n'était pas avec ses amis bruyants. Il était seul, debout, les mains dans les poches, l'air anxieux mais déterminé.
L'étreinte que nous avons échangée sur le quai de la gare routière de Perrache était différente de toutes celles que nous avions partagées. Elle était maladroite, presque timide, chargée d'une année de silence et de douleur. Il n'y avait pas de reproches, pas d'attente. C'était juste un fils qui avait manqué à sa mère, et une mère qui avait appris à aimer sans s'annuler. Il sentait le savon et une légère odeur d'huile de moteur, l'odeur du travail. C'était une odeur nouvelle, une odeur d'adulte. Sur le chemin de son appartement, il a conduit prudemment la petite voiture d'occasion qu'il partageait avec Camille. Il m'a parlé de sa vie actuelle avec une excitation authentique. Il a parlé des clients du garage, de la façon dont il apprenait chaque jour davantage sur la mécanique, des plans qu'il avait pour l'avenir peut-être, un jour, ouvrir son propre petit garage. Il ne parlait plus de fêtes ou de vacances. Il parlait de projets, de construction, de futur. C'était comme converser avec une personne complètement nouvelle. C'est un quartier modeste, m'a-t-il prévenu en se garant dans une rue bordée d'immeubles des années 70. Mais c'est calme. Et le loyer n'est pas trop cher. L'appartement était au 3e étage, sans ascenseur. Il était petit, un 2 pièces, mais il était impeccablement propre et organisé. Une odeur de cire d'abeille et de quelque chose qui cuisait doucement flottait dans l'air. Camille nous attendait, un peu nerveuse, avec un dîner simple sur la table. C'était une jeune femme jolie, avec un sourire sincère et un regard direct, qui m'a accueillie avec une chaleur respectueuse. Madame Dubois, je suis si heureuse de vous rencontrer enfin. Damien m'a tellement parlé de vous. Appelez-moi Sylvie, s'il vous plaît. Et merci de m'accueillir. Pendant le repas, un gratin dauphinois et une salade, j'ai observé comment ils interagissaient. Damien l'aidait à servir, se levait pour chercher de l'eau, lui demandait si elle avait besoin de quelque chose. C'était une dynamique de partenariat qu'il n'avait jamais eue avec moi. Avec moi, il était le prince attendant d'être servi. Avec elle, il était un partenaire. Camille était intelligente et drôle. Elle parlait de son travail, de sa famille, et elle posait des questions sur ma vie en Dordogne avec un intérêt sincère. Elle n'essayait pas de prendre ma place, mais de créer la sienne, à côté de Damien, et peut-être, avec le temps, à côté de moi. Cette nuit-là, après le dîner, nous avons parlé jusqu'à tard. Assis dans leur petit salon, avec une tasse de tisane, Damien m'a demandé pardon formellement. Il a assumé la responsabilité de toutes les erreurs qu'il avait commises. Il n'a pas essayé de se justifier, n'a pas rejeté la faute sur qui que ce soit d'autre. C'était une demande de pardon mature, de quelqu'un qui comprenait vraiment la dimension de ce qu'il avait fait. Je me comportais comme un enfant gâté et cruel, maman. J'ai pris tout ce que tu me donnais pour acquis. Ton amour, ton argent, ta maison. Ta vie. Je ne voyais pas la femme derrière la mère, je ne voyais que la fonction. Et les mots que j'ai dits ce jour-là. Ils me hantent encore. Ils étaient impardonnables. Ils sont pardonnés, Damien, ai-je dit doucement, ma gorge serrée par l'émotion. Ils sont pardonnés. Camille, sentant que nous avions besoin d'un moment, s'est excusée et est allée dans la chambre, prétextant de la fatigue. Damien en a profité pour me dire quelque chose qui m'a marqué profondément. Maman, je sais que j'ai brisé notre relation. Je sais qu'on ne pourra peut-être jamais retrouver ce qu'on avait avant. Mais je veux que tu saches que j'ai appris à te respecter. J'ai appris à apprécier tout ce que tu as fait pour moi. Et si tu me donnes une chance, je veux construire une nouvelle relation avec toi. Une relation d'adulte à adulte, basée sur le respect et un amour véritable. J'ai regardé cet homme en face de moi, cet homme qui était mon fils, et j'ai finalement vu celui dont j'avais toujours rêvé. Non pas le garçon dépendant que j'avais créé, mais un homme responsable qui avait appris à marcher avec ses propres jambes. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Ses mains étaient calleuses, marquées par le travail. C'étaient les mains d'un homme, pas d'un garçon. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, Damien. Le lendemain, c'était le 31 décembre. Ils m'ont emmené faire un tour dans le vieux Lyon. En marchant sur les pavés, je me sentais comme une touriste dans ma propre ville. Damien me montrait les endroits qu'il avait redécouverts, non pas les bars où il sortait, mais les petites places, les traboules cachées. Il parlait de l'histoire de la ville avec un intérêt que je ne lui avais jamais connu.
Le soir, nous n'avons pas fait de grande fête. Nous sommes restés tous les trois dans leur appartement. Camille avait préparé des huîtres et du saumon fumé. Nous avons ouvert une bouteille de champagne. À minuit, au son des feux d'artifice lointains, nous avons trinqué. À la nouvelle année, a dit Camille. Damien m'a regardé, les yeux brillants d'une émotion non feinte. À un nouveau départ, a-t-il ajouté. À ce moment-là, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. J'avais dû détruire notre ancienne vie pour permettre à une nouvelle de naître. J'avais dû le pousser du nid avec une violence qui m'avait coûté, mais il avait appris à voler. Et maintenant, il volait haut. Quand je suis retournée en Dordogne le 2 janvier, je portais en moi la certitude que j'avais fait les bons choix. Damien avait grandi, je m'étais retrouvée, et notre relation pouvait recommencer sur des bases beaucoup plus saines. Les mois qui ont suivi ont confirmé cette impression. Nous nous appelions régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine. Nos conversations étaient différentes. Il me posait des questions sur ma vie, sur mes activités à la bibliothèque, sur le jardin de Claire. Et je l'écoutais parler de ses défis au travail, de ses projets avec Camille, des petites victoires du quotidien. Il ne m'a plus jamais demandé d'argent. Au contraire, pour mon anniversaire, en mai, j'ai reçu un colis. À l'intérieur, il y avait un magnifique foulard en soie et une carte. Maman, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est le premier cadeau que je peux t'offrir avec mon propre argent. J'espère qu'il te plaira. Je t'aime. Damien. J'ai pleuré en serrant le foulard contre moi. Ce petit morceau de tissu avait plus de valeur que la montre coûteuse que j'avais failli lui offrir 1 an plus tôt. C'était le symbole de sa transformation. Aujourd'hui, je peux dire que Damien et moi sommes devenus de meilleures personnes. Il s'est marié avec Camille lors d'une petite cérémonie civile à laquelle j'étais la fière témoin. Ils ont construit une belle vie ensemble, simple mais solide. Je vis toujours en Dordogne. Je leur rends visite quelques fois par an, et ils viennent me voir pendant leurs vacances. Notre relation n'est pas parfaite, car aucune relation ne l'est. Mais elle est réelle. Elle est basée sur le respect mutuel, et non sur la dépendance. Damien a appris à être un homme, et j'ai appris qu'aimer ne signifie pas s'annuler. Et maintenant, je suis assise ici, dans ma cuisine, le téléphone reposé. Un petit enfant. Mon petit enfant. Une nouvelle génération, une nouvelle chance. Je repense à ce jour maudit, ce 28 décembre qui a tout fait basculer. Parfois, le plus grand acte d'amour qu'une mère puisse faire est d'enseigner à son fils à voler seul, même si cela signifie le pousser du nid. C'est un acte de foi. Une foi en lui, mais aussi une foi en l'amour que nous avons semé, un amour assez fort pour survivre à la plus dure des leçons. Et aujourd'hui, en regardant le soleil percer enfin les nuages, je sais que c'était la bonne chose à faire. Car ce n'est qu'en me laissant disparaître qu'il a enfin pu me voir. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce nouvel an qui avait scellé notre réconciliation. 6 mois pendant lesquels je me réveillais chaque matin sans que personne ne me réclame quoi que ce soit, sans que personne ne laisse de vaisselle sale dans l'évier, sans que personne ne me traite comme une nuisance. La maison de Claire était devenue mon refuge, mais plus que cela, elle était devenue l'endroit où j'avais enfin pu redécouvrir qui était Sylvie avant de devenir simplement la mère de Damien. Ma routine en Dordogne était l'antithèse de tout ce que j'avais vécu. Je me levais tôt, non par obligation, mais parce que j'aimais voir le soleil se lever par la fenêtre de la cuisine. Je prenais mon café avec Claire, en discutant de tout et de rien, des voisins, des projets pour la journée. Des conversations simples, sans drame, sans tension. Une chose que j'avais oubliée qui pouvait exister. Claire était devenue plus qu'une sœur au cours de ces mois. Elle était ma confidente, ma partenaire, mon ancre dans une nouvelle réalité. Elle m'observait avec ce regard de celle qui comprenait la profondeur de la transformation que je traversais. « Tu es différente, Sylvie », m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous arrosions les plantes du potager. Plus légère. Plus toi-même. C'était vrai. Et je pouvais sentir ce changement dans chaque cellule de mon corps. J'avais recommencé à lire des romans, à cuisiner pour le plaisir, à vivre de petites joies que j'avais oubliées. L'argent de la vente de la maison était placé sur un compte d'épargne, rapportant juste assez pour que je puisse subvenir à mes besoins sans avoir à travailler immédiatement.
Pour la première fois de ma vie, j'avais une sécurité financière qui ne dépendait de personne. J'ai trouvé une nouvelle communauté à la bibliothèque de Sarlat. J'y passais 3 matinées par semaine. J'aimais le silence feutré, l'odeur des vieux livres, le sourire des enfants à qui je lisais des histoires. C'était un rôle maternel, mais un rôle choisi, pas imposé. Un rôle où l'on donnait sans attente de retour, simplement pour le plaisir de partager. Ma relation avec Damien s'était stabilisée dans une routine saine. Nos appels hebdomadaires étaient devenus un rituel. Il me racontait ses progrès au garage, comment son patron lui faisait de plus en plus confiance, lui confiant des réparations complexes. Il me parlait de Camille avec un amour et un respect évident. Il me décrivait leur week-end, non plus passés dans des bars, mais à faire des randonnées dans les monts du Lyonnais ou à bricoler dans leur appartement. Il avait appris à gérer un budget. Il m'a avoué un jour, avec un rire un peu gêné, qu'il avait créé un tableur Excel pour suivre leurs dépenses. Le même garçon qui avait autrefois utilisé ma carte de crédit sans sourciller était devenu un gestionnaire financier prudent. De mon côté, je lui parlais de mes découvertes en Dordogne, des marchés locaux, des châteaux que je visitais avec Claire, des amitiés que je nouais à la bibliothèque. Je lui ai décrit le goût des premières fraises du jardin, la beauté d'un ciel étoilé loin de la pollution lumineuse de la ville. Je partageais avec lui ma nouvelle vie, et il semblait sincèrement heureux pour moi. Il y avait encore des moments de douleur, bien sûr. Des cicatrices qui piquaient. Un jour, il m'a appelé, la voix tendue. Il venait de croiser Romain, son ancien ami, dans la rue. Il a essayé de plaisanter, maman. De dire que j'avais l'air fatigué, que la vie de prolo, ce n'était pas pour moi. Il m'a demandé si tu étais revenu. Que as-tu répondu, Damien? Je lui ai dit que j'étais fatigué, oui. Fatigué, mais heureux. Et que non, tu n'étais pas revenu, parce que tu avais enfin ta propre vie, et que j'étais fière de toi. Il n'a pas su quoi répondre. Il avait l'air stupide. J'ai senti une immense fierté pour lui à ce moment-là. Il n'avait pas seulement changé ses habitudes, il avait changé ses valeurs. Il avait compris la différence entre les amis qui vous tirent vers le bas et ceux qui vous soutiennent. Il m'a dit qu'il ne voyait plus Romain ni Mathieu. Son seul véritable ami était un collègue du garage, un père de famille qui lui donnait des conseils sur la vie et la mécanique. L'été est arrivé. Damien et Camille sont venus passer une semaine en Dordogne. C'était la première fois que je les recevais. J'étais nerveuse, craignant que les vieilles habitudes ne ressurgissent. Mais mes craintes étaient infondées. Damien a insisté pour tondre la pelouse sans que personne ne le lui demande. Il a aidé Claire à réparer une clôture du potager. Le soir, il faisait la vaisselle avec Camille, discutant et riant. Je les observais de loin, assises sur la terrasse, et je me sentais comme une spectatrice d'un bonheur que j'avais contribué à créer, de la manière la plus étrange qui soit. Un après-midi, alors que Camille et Claire étaient partis faire des courses, Damien s'est assis à côté de moi. « C'est beau, ici », a-t-il dit, en regardant la vallée. « Oui, c'est très paisible. » Il est resté silencieux un moment, puis il a dit, « Maman, est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses un jour revenir à Lyon ?» La question flottait dans l'air. C'était la première fois qu'il l'abordait si directement depuis ma visite. J'ai pris le temps de réfléchir avant de répondre. Je ne sais pas, Damien. Ma vie est ici, maintenant. J'ai mes habitudes, mes amis. J'ai Claire. Je ne suis plus la même femme que celle qui est partie. Il a hoché la tête, comprenant. Je sais. C'est juste que tu me manques dans la même ville. Savoir que tu n'es qu'à quelques kilomètres. Mais je comprends. C'est égoïste de ma part. Ce n'est pas égoïste, c'est humain, ai-je répondu. Mais notre relation est peut-être meilleure comme ça. Avec un peu de distance. Ça nous oblige à faire des efforts. Ça rend les moments que nous passons ensemble plus précieux. Il a souri, un vrai sourire. Tu as probablement raison. Comme toujours. Leur visite s'est terminée sur une note douce amère. Leur départ a laissé un vide, mais un vide sain, rempli de bons souvenirs et de la promesse de futures retrouvailles. Quelques semaines plus tard, c'était l'anniversaire de Damien. 29 ans.
L'anniversaire qui marquait 1 an depuis le jour fatidique. Je lui ai envoyé par la poste un livre sur la restauration des voitures anciennes. Pas un cadeau cher, mais quelque chose qui correspondait à l'homme qu'il était devenu. Il m'a appelé le soir pour me remercier. Merci, maman. C'est le meilleur cadeau que j'ai reçu. Je suis contente qu'il te plaise. Ce n'est pas seulement le livre. C'est tout. L'année dernière, à la même époque, j'étais un idiot. Un enfant arrogant qui pensait que tout lui était dû. Aujourd'hui, je suis là, dans mon appartement, avec une femme que j'aime, un travail que j'aime, et une mère que je respecte plus que tout au monde. C'est toi qui m'as offert ça, maman. C'est le vrai cadeau. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru. La boucle était bouclée. La blessure la plus profonde de ma vie était devenue la source de la plus grande des guérisons. L'automne est revenu, avec ses couleurs chaudes et sa lumière douce. Ma vie a continué son cours paisible. Je me sentais enracinée en Dordogne, comme si j'y avais toujours vécu. L'idée de retourner à Lyon semblait de plus en plus lointaine, comme un souvenir d'une autre vie. Puis, un samedi matin, j'ai reçu cet appel. Le fameux appel. La voix de Damien était différente. Il y avait une fébrilité, une joie contenue que je n'avais jamais entendue. Maman. Tu es assise? Oui, je suis dans la cuisine. Qu'y a-t-il, Damien? Tu m'inquiètes. Ne t'inquiète pas. C'est la meilleure nouvelle du monde. Maman. Camille est enceinte. Le silence. Un silence total. Le monde autour de moi a semblé s'arrêter. Une grand-mère. J'allais être grand-mère. Maman? Tu es là? Oui. Oui, je suis là. C'est merveilleux, Damien. Je suis si heureuse pour vous. On voulait que tu sois la première à le savoir. Maman. On aimerait que tu fasses partie de la vie de cet enfant. Vraiment. On veut qu'il connaisse sa grand-mère. C'est là que mon histoire a commencé, et c'est là qu'elle trouve son sens. Cet appel n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre que je n'aurais jamais pu écrire si je n'avais pas eu le courage de fermer le précédent. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise, regardant par la fenêtre. Le thé avait refroidi dans ma tasse. Je n'étais plus la femme qui avait fui, ni la mère qui avait puni. J'étais Sylvie. Et j'allais être une grand-mère. Et pour la première fois, je savais que je pouvais être les deux, sans qu'un rôle n'efface l'autre. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sur cette note d'espoir et de rédemption. Mais la vie est rarement aussi simple. La nouvelle de la grossesse a tout changé. Elle a rouvert des questions que je pensais closes. La distance, qui avait été notre allié dans la guérison, devenait soudain un obstacle. Comment être une grand-mère présente à des centaines de kilomètres de distance? J'en ai parlé à Claire. Elle m'a écouté attentivement, comme toujours. Tu dois faire ce qui te semble juste pour toi, Sylvie. Pas pour Damien, pas pour cet enfant à naître. Pour toi. Quelle vie veux-tu maintenant? C'était la bonne question. Et pour la première fois, je n'avais pas la réponse. Absolument. Voici la partie finale et la conclusion de l'histoire. I3PHN2. Les semaines qui ont suivi l'annonce de la grossesse ont été remplies d'une douce agitation. Camille m'appelait régulièrement pour me donner des nouvelles, me décrire les petits changements, me parler de leurs espoirs et de leurs craintes. Damien, lui, semblait transformé par la perspective de la paternité. Sa voix avait une nouvelle gravité, une nouvelle tendresse. Il me posait des questions sur ma propre grossesse, sur sa naissance, sur les défis d'élever un enfant. Il cherchait des conseils, mais aussi, je le sentais, une connexion plus profonde avec son propre passé. Pendant ces conversations, la distance entre Lyon et la Dordogne semblait s'étirer, devenant de plus en plus tangible. Je me réjouissais de chaque nouvelle, mais chaque appel était suivi d'une pointe de tristesse. Je ne pouvais pas être là pour voir le ventre de Camille s'arrondir. Je ne pouvais pas les accompagner à une échographie. J'étais une grand-mère par téléphone. Le doute a commencé à s'insinuer en moi. Avais-je été trop radicale?
En choisissant ma liberté, n'avais-je pas créé une barrière infranchissable pour l'avenir? Ma vie paisible en Dordogne, qui m'avait semblé si parfaite, commençait à avoir un goût d'isolement. Un jour, Camille m'a appelée, excitée. Sylvie. Nous avons eu la deuxième échographie. C'est une fille. Et nous aimerions beaucoup, si vous êtes d'accord, lui donner votre nom en deuxième prénom. J'ai été submergée par l'émotion. Une petite fille. Une petite Sylvie. C'était un geste d'une générosité et d'une inclusion immense. C'était leur façon de me dire que, malgré la distance, j'étais au cœur de leur nouvelle famille. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise dans le salon plongée dans l'obscurité, regardant la lune briller sur la vallée. J'ai repensé à toute ma vie. Au sacrifice, à la douleur, à la colère. Mais aussi à la paix que j'avais trouvée ici. J'ai essayé de peser les deux. La tranquillité de ma nouvelle vie contre la joie chaotique d'une vie de famille proche. Le lendemain matin, j'ai annoncé ma décision à Claire. Je pense que je vais retourner à Lyon. Elle n'a pas semblé surprise. Elle a simplement hoché la tête. Tu es sûre? Non. Pas du tout. Mais je sais que si je ne le fais pas, je le regretterai. Je ne veux pas être une grand-mère de vacances. Je veux voir ma petite fille grandir. Mais, ai-je ajouté rapidement, les choses seront différentes. Je ne vais pas vivre avec eux. Je vais trouver mon propre petit appartement. Je garderai ma vie, mes activités. Je serai là, mais je ne serai pas leur solution de facilité. C'est la bonne façon de faire, a dit Claire. Tu as appris ta leçon, et il a appris la sienne. Vous pouvez maintenant construire quelque chose de nouveau, sur des bases solides. Le processus de retour a été l'inverse de mon départ. Il n'y avait pas de précipitation, pas de secret. J'ai cherché des appartements en ligne, dans un quartier de Lyon que j'aimais bien, pas trop loin de chez Damien et Camille, mais pas trop près non plus. J'ai trouvé un joli 2 pièces avec un petit balcon, dans une résidence calme. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Damien, il a été submergé par la joie. Mais ce n'était pas la joie triomphante de celui qui a gagné. C'était la joie reconnaissante de celui qui reçoit un cadeau inattendu. Maman. Tu es sûre? Tu ne fais pas ça juste pour nous? Je le fais pour nous tous, Damien. Mais surtout pour moi. Je veux connaître ma petite fille. Je suis retournée à Lyon au début du printemps. Damien et Camille m'ont aidé à emménager. Voir mon fils porter mes cartons, monter mes meubles, s'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin, c'était une inversion complète des rôles. Il prenait soin de moi. Ma nouvelle vie à Lyon était un équilibre délicat que j'ai construit jour après jour. J'ai gardé mes habitudes de la Dordogne. Je me suis inscrite à un club de lecture, j'ai trouvé une association où faire du bénévolat. J'ai créé mon propre cercle social. Je voyais Damien et Camille 1 ou 2 fois par semaine. Parfois, nous dînions ensemble. Parfois, j'allais simplement prendre un café. Notre relation était détendue, affectueuse, mais avec des frontières claires. Je n'étais plus la femme de ménage, la cuisinière, ou le portefeuille. J'étais Sylvie, leur mère et future grand-mère, une personne à part entière avec sa propre vie. En juin, la petite est née. Je suis allée à la maternité, le cœur battant. Damien est sorti de la chambre pour m'accueillir, les yeux rougis par l'émotion et la fatigue. Il m'a serrée dans ses bras. Viens, maman. Viens la rencontrer. Camille était dans le lit, l'air épuisé mais rayonnante. Et dans ses bras, emmailloté dans une couverture rose, il y avait le plus petit, le plus parfait des êtres humains que j'ai jamais vu. Elle est là, Sylvie, a murmuré Camille. Voici votre petite fille. Alice. Alice, Sylvie, Dubois. Elle a délicatement placé le bébé dans mes bras. En la regardant, en sentant son poids minuscule contre moi, j'ai senti toutes les dernières traces de douleur et de ressentiment s'évaporer. Tout ce qui avait précédé la colère, la fuite, la solitude, la leçon douloureuse, tout cela avait mené à ce moment précis de pure grâce. Aujourd'hui, Alice a 3 ans. C'est une petite fille pleine de vie, avec les yeux de son père et le sourire de sa mère.
Je la garde 2 jours par semaine, pendant que ses parents travaillent. Nos journées sont remplies de lectures, de promenades au parc, de gâteaux que nous cuisinons ensemble. Dans ses yeux, je ne suis pas une sauveuse ou une pourvoyeuse. Je suis ça, Mamie Sylvie, la personne qui fait les meilleurs gâteaux au chocolat et qui raconte les meilleures histoires. Damien est devenu l'homme que j'espérais secrètement qu'il devienne. Un père dévoué, un mari aimant, un travailleur acharné. Il a finalement ouvert son propre petit garage, avec son ami et associé. C'est une petite entreprise, mais c'est la sienne, construite à la sueur de son front. Parfois, quand il vient chercher Alice chez moi, il me regarde avec une gratitude silencieuse qui en dit plus que tous les mots. Nous n'avons plus jamais reparlé en détail de ce terrible anniversaire. Nous n'en avons pas besoin. C'est une cicatrice que nous portons tous les deux, mais elle ne fait plus mal. Elle est juste un rappel du chemin que nous avons parcouru. Ma vie n'est pas parfaite. Il y a des jours où je suis fatiguée, des jours où la solitude de mon appartement me pèse. Mais c'est ma vie. Une vie que j'ai choisie, que j'ai construite. Une vie où l'amour n'est pas synonyme de sacrifice, mais de respect. L'histoire que je devais raconter est terminée. Ce n'est pas une histoire de vengeance, mais une histoire de renaissance. La renaissance d'un fils, et la renaissance d'une mère. Parfois, il faut tout détruire pour pouvoir tout reconstruire sur des fondations plus saines. Il faut avoir le courage de disparaître pour enfin permettre aux autres de nous voir. Et pour enfin, se voir soi-même.